D'abord, c'est une équipe d'amateurs. Tous sont des amateurs. Ils évoluaient au pays? Oui, tous. Ils affrontent des professionnels, des gens qui ne font que ça. Vous comprenez? Ce qui est sûr, c'est que c'est notre deuxième participation. À la Coupe du Monde. Nous n'y allons pas avec des amateurs. Exactement. Comme c'était le cas. Nous sommes des professionnels. Mais en 1974, aucun de nous ne jouait en Afrique. Ils étaient tous au pays. Tous au pays. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir celui que moi j'appelle l'oncle de toutes les générations, Papa Gervais Tchiraluy-Roy. Bonsoir, chers confrères. Quand vous jouez la Coupe du Monde, les yeux de l'humanité entière sont braqués sur vous. Exactement. Donc là, vous entrez dans l'histoire universelle. Entre 1974 et aujourd'hui, il y a 52 ans. Exactement. Je crois que la plupart des gens qui ont joué cette coupe, il n'en reste pas beaucoup. Exactement. Il y en a qui sont déjà morts. Bon, nous autres, anciens journalistes sportifs, qui travaillons à l'hebdomadaire international Massano. À l'époque. Oui. Au départ, le journal s'appelait Congo Sport. Mais avec le recours à l'authenticité, le journal a pris le nom de Michezo. Voilà maintenant comment nous allons arriver en Coupe du Monde. À la Coupe du Monde. Après ça, nous devons jouer contre le Maroc. Le Maroc arrive à Kinshasa, nous le battons par 3-0. J'ai assisté au match. Ils n'étaient pas forts comme ils le sont actuellement, on dirait. Il l'était. Mais le Marocain, il y en a qui injuriaient les nôtres en les traitant de fils d'esclaves sur le terrain. Les Marocains ont introduit un recours pour demander qu'on puisse annuler le résultat et que le match soit rejoué. Eh bien, la CAF ou la FIFA, je ne sais pas, a rejeté le recours et le match retour qui devait se jouer maintenant au Maroc n'a pas eu lieu. C'est ainsi que nous avons été qualifiés pour jouer la Coupe du monde 1974. Oui. Quels seraient les messages que vous leur adresserez 52 ans après cette aventure historique qui a fait du Zaïre les premiers? Il faut les féliciter. Ils ont été à la fois héros et martyrs. Mais Mobutu ne les a pas félicités quand j'étais Si. À ce moment-là, l'éditeur Moussa Manga Léombo me dit: Oncle Tchio, j'ai appris que vous êtes poète. Ne pouvez-vous pas écrire un poème grâce auquel nous allons pousser le président Mobutu à récompenser les joueurs? J'ai écrit le poème. Qu'est-ce qui leur a été donné? À chaque joueur, une voiture Passat. Ce n'était pas n'importe quoi à cette époque. La voiture. Oui. Aujourd'hui, ceux qui ont qualifié la RDC 52 ans après, ils ont réussi également la même chose. Pardon. Pardon. Le gouvernement a décidé d'y construire des villas pour les léopards. En 1974, nous nous sommes retirés avec 0 but marqué. Et combien de buts encaissés? 9 plus 14 buts encaissés. Psychologiquement. Quand nous jouons contre le Portugal, qu'est-ce que nous avons à perdre? Quoi? C'est le Portugal qui a beaucoup à perdre. Qu'est-ce qui nous empêche d'arriver au moins en quart de finale? Avec tous les moyens que les chefs de l'État met. Pas les moyens. Pour une fois, on fait voyager même les animateurs. Lumumba voyage sur les fonds du gouvernement. Non. Est-ce que ça ne compte pas? Ce qui gagne le match, c'est les muscles mis au service du cerveau, sur le terrain. On joue 3 matchs et on perd tous les 3 matchs. Le premier match, c'est sur une défaite, sur un score de 2-0. Le deuxième match,
nous sommes humiliés par la Yougoslavie, c'est ça? Vous allez me dire si je me suis trompé quelque part. 9-0. Et le troisième match, c'était contre le Brésil. On a un peu diminué les casses et c'était sur un score de 3-0. Quelle était la réaction du maréchal? Voici d'abord ce qu'il faut savoir. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour parler spécialement de la première participation de la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde des Nations. On le disait à l'intro de ces podcasts, c'était en 1974. Vous avez été là, vous avez tout vécu. Est-ce que vous pouvez nous décrire dans quelques mots la joie ou les sentiments qui vous a animé après cette qualification? On rappelle, c'était la qualification du premier pays de l'Afrique noire à la Coupe du Monde. Bon, ce que nous abordons ici fait partie de ce qu'on appelle l'histoire universelle. Quand vous jouez la Coupe du Monde, les yeux de l'humanité entière sont braqués sur vous. Exactement. Donc là, vous entrez dans l'histoire universelle. Des gens qui parlent de cette coupe, sans jamais l'avoir vécue, vous, de cette génération, hein, bon, vous jugez, disons, tout Congolais âgé de moins de 50 ans vous jugez avec beaucoup de sévérité. Ouais. Entre 1974 et aujourd'hui, il y a 52 ans. Exactement. Je crois que la plupart des gens qui ont joué cette coupe, il n'en reste pas beaucoup. Exactement. Il y en a qui sont déjà morts. Bon, nous autres, anciens journalistes sportifs, qui travaillons à l'hebdomadaire international Massano. À l'époque. Oui. Au départ, le journal s'appelait Congo Sport. Mais avec le recours à l'authenticité, le journal a pris le nom de Michezo. Michezo. Moi-même, quand je suis entré en novembre 1973, ce journal s'appelait déjà Massano, sous-titre Hebdomadaire sportif international. Quels sont les journalistes que j'avais rencontrés là? L'éditeur s'appelait Mouissa Monga Lihombo. C'était un ancien journaliste de l'époque coloniale. Je crois qu'il éditait un journal qu'on appelle 15. Et le rédacteur en chef, c'était Sasa Kassa Ikiboba. Bon, tous les deux sont déjà morts. Je suis au regret de vous informer que c'est maintenant que je comprends que ces deux personnalités-là nourrissaient beaucoup de sympathie pour moi, parce que presque tous les 3 mois, ils me promouvaient. Ils m'ont engagé comme secrétaire de rédaction. Les autres journalistes que j'avais rencontrés là, il faut que je vous le dise. Il y avait Lekea, Likoukou, il y avait Mankwe Mukoiju, Jumchaba Bondo, il y avait Saloulou, il y avait une dame, Keti, qui s'occupait du sport féminin. Il y avait une dame, Mouissa Monga Lio, Mouissa Mosekangou, la fille de l'éditeur. Elle était reporter photographe avec Kadiata Pakole. Et puis, le journal avait 4 cahiers. Un cahier consacré à Kinshasa. Un cahier consacré aux régions, aux provinces. Un cahier consacré à l'Afrique. Et puis un cahier consacré au groupe. Vous émettez depuis Kinshasa, on suppose? Oui. Vous étiez logé, vous résidez à Kinshasa à l'époque? Je vous dirai tout ça. Donc, un cahier consacré au groupement de football des jeunes. Ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant académie. Et mon rôle était d'abord de corriger toutes les fautes.
contre la langue française. Parce que moi, je suis licencié en philologie romane. Et puis de coordonner le journal de telle sorte qu'il n'y ait pas de contradictions. C'est ainsi qu'après 3 mois, moi qu'on avait engagé comme secrétaire de rédaction, on m'a promu, je suis devenu secrétaire général de rédaction. En tout cas, j'étais devenu la 3e personnalité du journal. Maintenant, nous ne pouvons pas parler de la Coupe du Monde sans vous parler de la façon dont notre pays s'était qualifié. Ouais. Quand je suis arrivé au journal, notre pays avait déjà joué contre le Togo, je crois, contre le Ghana. On rappelle qu'ils étaient champions d'Afrique avant de se qualifier. Je vais y arriver. Il avait déjà joué contre le Togo, le Ghana. Mais quand je suis arrivé à Massam, le Zaïre devait jouer maintenant un tournoi triangulaire où se trouvaient regroupés le Maroc, la Zambie et notre pays. Match aller-retour. Le premier match que nous avons joué contre les Zambiens à Lusaka, nous les avons battus. Je crois 2-0. Le deuxième match, ils sont venus à Kinshasa. Ça doit être au mois de novembre. J'ai les dates ici, mais c'est inutile de vous le dire. Ouais. Hein? Ils sont venus à Kinshasa. Nous les avons encore battus par 2-1. Mais ces jours-là, les Kinois au stade Mobutu, l'actuel stade des Martyrs. Tata Raphaël. Le stade des Martyrs n'existait pas. Ok. Alors, au stade Tata Raphaël, l'actuel stade Tata Raphaël s'appelait stade Mobutu. Quand nous avons commencé à malmener les Zambiens, après qu'ils aient marqué un but, le public a commencé à se moquer d'eux en chantant un hymne qui était réservé au président de la République. L'hymne qu'on appelle Jalelo, quelque chose comme ça. On chantait Mobutu, je crois que mon ami là, il connaît. Hein? Nous, les anciens réfractaires de l'université Lovanium, nous refusions même de chanter ça jusqu'aujourd'hui. Mais ces jours-là, parce que le public joue un grand rôle dans un match. Exactement. Eh bien, les Kinois ont commencé à chanter Jalelo, comment ils chantaient là? Jalelo Tobanzi. Non, il disait Zambia Pola. Et il mettait Iye Zambia Pola. Vous voyez? Il chantait Jalelo Iye Zambia Pola. Vous voyez? Et après que nous ayons gagné ce match, interdiction de plus jamais chanter ce chant-là ailleurs que lorsque Mobutu arrive. Vous voyez? Donc vous qui avez vécu cette époque, vous savez que quand Mobutu arrivait, on chantait les Jalel. Et voilà que les Kinois, ces jours-là, ils l'avaient chanté pour pousser nos léopards à battre les Zambiens. Ouais. Alors cet événement, parce que... Après ça, voilà maintenant comment nous allons arriver en Coupe du Monde. À la Coupe du Monde. Après ça, nous devons jouer contre le Maroc. Le Maroc arrive à Kinshasa, nous le battons par 3-0. J'ai assisté au match. Ils n'étaient pas forts comme ils le sont actuellement, on dirait. Ils l'étaient. Mais les joueurs, c'était les Marocains. Ouais. Il y en a qui injuriaient les nôtres en les traitant de fils d'esclaves sur le terrain. Or,
Je crois que vous connaissez l'incident qui est arrivé à quelqu'un qui s'appelle Zinedine Zidane. Zidane. Oui. Je crois que sa carrière sportive s'est terminée par un incident où il donne un coup de tête. À la Coupe du Monde 2006. Sans doute parce que l'adversaire l'avait vexé. Alors dans ce match-là, les Marocains insultaient les nôtres et les traitaient de fils d'esclaves. Or ça, c'est ce qu'on nous a appris. Hein, que les Arabes nous ont esclavagisés. Alors les joueurs zaïrois, qui pour la plupart n'étaient pas des hommes cultivés, par exemple, le plus féroce ce jour-là, il s'appelle Kembo. Il joue au numéro 9. C'était l'avant-centre de pointe. Il a marqué 2 buts. Mais dans des conditions que moi, comme journaliste sportif, et comme... Ancien athlète. Non, comme journaliste sportif, objectif, connaissant les règles, je peux dire que ce but-là, on n'aurait pas dû les valider. C'était une position litigieuse. Cela signifie que quand le gardien du Maroc avait le ballon, il est interdit de charger un gardien de but quand il a déjà le ballon. Exactement. Kembo l'a chargé 2 fois. Et c'est dans ces 2 conditions qu'il a marqué le début. À partir de ce jour-là, on l'a surnommé Kamikaze Kembo. Vous voyez? Et les Marocains ont introduit un recours pour demander qu'on puisse annuler le résultat et que le match soit rejoué. Eh bien, la CAF ou la FIFA, je ne sais pas, a rejeté le recours et le match retour qui devait se jouer maintenant au Maroc n'a pas eu lieu. C'est ainsi que nous avons été qualifiés pour jouer la Coupe du monde 1974. Oui. Au rappel, vous avez composé un poème. Non, ça, le poème, je vais le composer. C'était avant la Coupe du Monde ou après? Ça, c'est les éliminatoires pour la Coupe du Monde. Pendant les éliminatoires. Donc, nous sommes déjà qualifiés pour la Coupe du Monde. À partir du 23 décembre 1973, nous sommes déjà qualifiés. Parce que le Maroc est supposé avoir déclaré forfait et le forfait est entériné. Bon, maintenant, le mois suivant, nous allons jouer la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, la 9e Coupe d'Afrique des Nations. Elle va se dérouler du 1er jusqu'au 12 mars. Vous qui vivez la CAN d'aujourd'hui, si on vous dit qu'à cette époque, il n'y avait que 2 groupes et 8 équipes, vous allez dire comment est-ce possible? Pour la CAN? Oui. 2 groupes et 8 équipes. 4 équipes par groupe. Oui. Nous étions dans le groupe, le même groupe que le Congo-Brazzaville, l'île Maurice et je crois la Guinée. Nous nous sommes qualifiés, nous avons battu l'île Maurice, nous avons battu la Guinée, mais le Congo-Brazzaville, qui était champion en titre en 1972, nous a battus. Nous a battus dans ce groupe-là. Est-ce que nous étions dans le groupe B. C'était un groupe abordable pour les Zaïre? Oh, abordable. Abordable puisque nous étions déjà qualifiés pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde. Vous étiez et à ce moment-là, les journalistes de France Football nous traitaient de l'ogre. Donc nous étions l'équipe qui dévorait toutes les autres nations. Sur son passage. Oui. Dans le groupe A, où on trouvait la Zambie, l'Ouganda, l'Égypte, pays organisateur, et je crois la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne s'est pas qualifiée
Parce que son joueur fétiche, Laurent Pokou, était arrivé en retard. Ah oui. L'Ouganda ne s'est pas qualifié. Les qualifiés dans ce groupe A, c'est l'Égypte, pays organisateur, et la Zambie. Maintenant, nous allons en demi-finale. Mais avant d'arriver en demi-finale, puisque le Congo-Brazza nous avait battus, en face des groupes, alors. Oui, oui. Le Congo-Brazzaville va commencer à dire qu'il va rééditer l'exploit. Ouais. Et il va ramener à Brazzaville la Coupe d'Afrique qu'il appelle Marie-Jeanne. Marie-Jeanne. Les Zaïrois, eux, ils disent, nous allons ramener cette coupe à Kinshasa et elle s'appelle Moseka. Vous voyez? Moseka. Moseka, parce que Moseka, en lingala, c'est l'équivalent de Kabibi. Une fille en lingala, on l'appelle Moseka. Une belle fille, on l'appelle Moseka. N'est-ce pas? Comme nous ici, nous chantons Kabibi, Kabwana. Ah, ok. Hein? Ouais. Vous voyez? Alors, il y avait déjà cette polémique-là. Mais le Congo-Brazza n'y arrive pas parce qu'au final, les Zaïre est sacré champion d'Afrique. Ah, il faudra maintenant savoir comment ça s'est passé. Quand nous arrivons en finale, en demi-finale, il reste 4 équipes. Nous jouons contre l'Égypte. N'est-ce pas? Ouais. Le Congo joue contre la Zambie. La Zambie élimine le Congo. Et nous, très discourtois que nous sommes, nous éliminons l'Égypte par 3-2. Okay. Alors en finale arrivent 2 équipes, la Zambie et le Zaïre. Et la finale, 12 mars 1974, et mardi. Ah, vous vous rappelez même du jour? J'étais rédacteur en chef. Nous affrontons au Caire, dans le stade Nasser, la Zambie. Les Égyptiens ne sont pas là. Le stade est vide. Ni les Zambiens, ni nous, personne n'a de public. Aujourd'hui, vous voyez des stades remplis de gens. Exactement. Mais imaginez-vous ce qui s'était passé. Et alors, le match, nous menons les Zambiens à la 17e minute, disons, 117e minute. Ndaye Mutumbula marque un but. Le match s'était terminé par... oui, il y avait prolongation. Ouais. À la 117e minute, Ndaye marque un but. Et nous sommes à Kinshasa. Tout Kinshasa commence des klaxons. Pipa, pipa. Et nous qui sommes restés à Kinshasa, à la rédaction, puisque notre journal doit sortir le jeudi, nous mettons déjà à la une. Les Zaïre champions d'Afrique. Les léopards du Zaïre, 2 points. Double champion d'Afrique. Parce que nous savons que le journal va sortir le jeudi. À notre grande surprise, à la 120e minute, un joueur zambien égalise. Les tirs au but ne sont pas prévus. Ouais. L'affaire se termine comme ça. Et une coupe qui était prévue du 1er au 12 mars doit maintenant arriver jusqu'au 14 mars. Parce que dans 48 heures, on doit jouer un match test, savoir qui est les champions. Et c'est dans ce match-là. Donc le début de la phase là, qui s'est terminée comme ça, 2-2, eh bien, ils ont été marqués par Ndaye. La vraie phase finale du 14, jeudi 14, c'est encore Ndaye qui a marqué. Donc contre la Zambie, Ndaye a marqué 4 buts.
contre la Zambie. Oui. Et c'est au cours de cette phase-là qu'Endaye marque 9 buts. Et il dépasse le record de Laurent Pokou, l'Ivoirien. L'Ivoirien. Vous savez que Laurent Pokou est tellement célèbre dans son pays qu'il y a un stade qui porte son nom. Exactement. Laurent Pokou est tellement célèbre qu'on raconte qu'il marquait de la tête à partir de la ligne centrale. Ça, dit-on, c'est quand même légendaire. Mais je dois vous dire aussi que quand nous avons battu le Maroc en décembre 1973, un journaliste tunisien, Majoub Fawzi, il était l'envoyé du journal qu'on appelle le Miroir du football. Il est allé publier dans ce journal que nous étions barbares et tout ça. Et on m'avait demandé à moi de répliquer. Et j'ai écrit un article qui contredisait ce que Majoub Fawzi avait écrit. Et à partir de cette réplique-là, des journalistes sportifs quittaient des pays étrangers pour venir me voir. Ah, c'est vous. Et vous me voyez où? Dans un bureau qui s'est trouvé à Limete, disons Funa. En tout cas, pas un bureau spécial. Et ils nous demandaient, est-ce que c'est à partir d'un bâtiment pareil que vous produisez ce journal si célèbre? Eh bien, notre journal était célèbre. 32 pages sur 8 colonnes. Et il était régulier à cette époque-là. La question qu'on aimerait savoir, dans quel contexte était né votre poème? On était curieux. Mon poème, justement. C'est quoi les messages que vous voulez envoyer aux joueurs? Après que nous ayons conquis la Coupe d'Afrique des Nations, n'est-ce pas? Et doit revenir maintenant à Kinshasa. Tout Kinshasa, y compris la speakerine la plus célèbre de la Voix du Zaïre à cette époque, Pauline Kabangu. Nous allons attendre le joueur Angeli. En tout cas, un cortège triomphal de l'aéroport d'Angeli jusqu'au Mont Galima chez Mobutu. À ce moment-là, l'éditeur Moussa Manga Léombo me dit, oncle Tira, j'ai appris que vous êtes poète. Ne pouvez-vous pas écrire un poème grâce auquel nous allons pousser le président Mobutu à récompenser les joueurs? J'ai écrit le poème. Je ne sais pas si c'est lui qui a poussé Mobutu, mais je crois que ce n'est pas ce poème-là. Mais nous avons écrit ce poème. Mais vous pensez que le président Et alors, Mobutu voici la... Bon, moi je ne crois pas qu'il est lui. Moi, je crois que tout le monde, nous tous, Zaïrois, nous comprenions qu'il fallait récompenser nos joueurs. Qu'est-ce qui leur a été donné? À chaque joueur, une voiture Passat. Une voiture Passat. Ce n'était pas n'importe quoi à cette époque. La voiture. Oui. Aujourd'hui, ceux qui ont qualifié la RDC 52 ans après, ils ont réussi également la même chose. Pardon. Avec, Pardon. Ils ont reçu chacun une voiture Passat, couleur beige. Ok. À Kinshasa, à cette époque, la commune de Lemba s'arrêtait à ce qu'on appelle Lemba Terminus. Entre Lemba et Rigini, il n'y avait aucune habitation. Il y avait un terrain vague où moi-même j'ai m'exerçais quand j'étais athlète, coureur de mi-fond à l'université Lovanem de Kinshasa. Ce terrain vague-là, le gouvernement a décidé d'y construire des villas. Des villas pour les léopards. Et les villas ont été construites pour ces gens-là. Vous comprenez?
Et après, on y a construit aussi des villas pour des officiers. N'importe quel Quinois vous dira que les villas ont été construites, mais après la Coupe du Monde, maintenant, quand nos léopards auront encaissé le but dont nous allons parler, ils vont perdre la sympathie du peuple zaïrois. Okay. Et c'est comme ça. Exactement. Alors, nous sommes champions d'Afrique en mars 1973. Nous oublions que nous devons jouer la Coupe du Monde au mois de juin. Okay. Nous prenons nos léopards, nous les logeons au motel Fikine. Je crois que ce motel a disparu. Parce qu'aujourd'hui, on les loge là. Donc, aucun match amical n'est organisé pour le préparer. Je ne sais pas comment ils s'entraînent, mais nous allions leur rendre visite régulièrement là-bas, voir comment ils se portaient. Si mieux que lorsque nous allons en Coupe du Monde, eh bien, il y avait déjà des Quinois qui disaient Léopard va kokende na bango mipro. Ah, ok. Donc, les léopards, ils sont là pour se promener. D'autres disaient Léopard va kokende na bango week-end. Week-end signifie pique-nique. En tout cas, quand ils sont partis, je crois que l'opinion n'était pas optimiste. Et c'est de cette façon qu'ils étaient perçus par d'autres nations? Non. Ou c'était juste par les Guinois? Non, parce que vous voyez, il y a beaucoup de facteurs. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de ces podcasts sur Virgile et sur Arc Débrief consacré à la première participation des Léopards de la RDC à la Coupe du Monde des Nations. C'était en 1974. Nous sommes là, nous avons débattu au cours de la première partie de tout ce qui a entouré la qualification, comment les Léopards de la RDC s'étaient qualifiés après bien sûr avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée d'ailleurs la même année. Et puis l'engouement, l'entente qui était autour de nos vaillants léopards lors de cette première qualification. On aimerait maintenant savoir, Père, comment le maréchal Mobutu a perçu les parcours des léopards durant cette première Coupe du Monde. Parce qu'on rappelle qu'on joue 3 matchs et on perd tous les 3 matchs. Le premier match, c'est sur une défaite, sur un score de 2-0. Le deuxième match, nous sommes humiliés par la Yougoslavie, c'est ça? Vous allez me dire si je me suis trompé quelque part. 9-0. Et le troisième match, c'était contre le Brésil. On a un peu diminué les casses et c'était sur un score de 3-0. Quelle était la réaction du maréchal? Bon, vous qui, à cette époque-là, vous n'avez pas vécu les faits. Peut-être que même nos parents n'ont pas vécu les faits. Il n'est pas exclu qu'on vous ait trompé. Ouais. Voici d'abord ce qu'il faut savoir. Pour gagner un match, il faut dominer 6 facteurs. Le premier, c'est se connaître soi-même, moi comme équipe. Sport collectif. Nous serons sur le terrain. Vous devez examiner vos faiblesses et vos forces. Il y a pas force. Faire ça. Quand nous sommes partis en Coupe du Monde, est-ce que nous étions sérieusement préparés? Voilà. Entre mars et juin, qu'avons-nous fait pour nous préparer? Moi, j'estime que nous n'étions pas sérieusement suffisamment préparés. Maintenant, il faut le deuxième facteur, l'adversaire. Le Brésil, l'Écosse et la Yougoslavie. Est-ce que nous savions
comment se présentaient ces équipes-là. Nos adversaires. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Ce n'est pas comme aujourd'hui. On peut voir l'adversaire à la télévision Oui. et préparer les matchs sur base de Oui, ce qu'on a vu. on peut scanner, on scanne l'adversaire. On l'étudie scientifiquement. Le gardien, il est faible à gauche, il est faible sur ceci. Est-ce que nous étions capables de le faire? Nous n'avions pas, à cette époque, les mêmes canaux d'information qu'aujourd'hui. Donc nous, pauvres, et au pas, nous allons en Coupe du Monde, nous ignorons l'équipe type du Brésil, surtout celui de l'Écosse, celle de l'Écosse et de la Yougoslavie. Nous savions seulement que le Brésil, à ce moment-là, était tricampeiro, 3 fois champion du monde. Le Brésil venait de conquérir définitivement la première Coupe du Monde, la Coupe Jules Rimet. Et la question que tout le monde aimerait savoir, je pense même notre ami Patrick, c'est comment c'était cette élimination face à la Yougoslavie? J'ai fait y 9 buts à 0. J'ai fait y arriver. Ne soyez pas pressés comme la mort. Il faut se connaître soi-même, connaître l'adversaire, savoir comment va se comporter l'arbitre. L'arbitre. À cette époque, il n'y avait pas de VAR. Exactement. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a le VAR. Mais il arrive que l'arbitre refuse d'obéir à ça. Ou de vérifier les... Oui. Donc, le VAR, l'arbitre. Il y a le public. Nous allons jouer en Allemagne, à Dortmund et à Gelsenkirchen. Quel est notre public? Vous voyez ça? Parce que le public peut influencer. Exactement. Si le public est hostile à vous, vous siffle. Il y a vous suivez certains matchs où vous voyez, quand l'équipe a les ballons, vous sortez des murmures. Tout cela peut démoraliser. Et vous croyez que tout ça a joué sur la contre-performance des pas nécessairement jouer. J'ai dit, vous-même, l'adversaire, l'arbitre, le public, il reste maintenant le temps. Les temps. Vous venez de Kinshasa. Vous allez jouer en Allemagne. On ne parle qu'allemand. Le temps. Donc, le temps. Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est froid? Parce qu'on doit s'acclimater. Exactement. On doit s'acclimater. Et puis, il y a le terrain. Le terrain. Au Congo, de 1974, quels étaient les stades modernes que nous, Zaïrois, nous connaissions, pour que nous n'allions pas nous faire dépayser là-bas? Parce qu'aujourd'hui, vous avez ici pelouse synthétique. Exactement. Combien de terrains dans notre pays, des terrains de football, ont la pelouse synthétique? On peut en compter sur le bout du doigt. Ah, tu vois. Alors, imaginez-vous un joueur qui vient de notre pays ces jours-ci et qui va dans les pays développés, il va rencontrer une pelouse synthétique. Ou bien, il trouve ce type de stade que nous voyons aujourd'hui. Combien il y en a dans notre pays? Il va commencer d'abord par s'émerveiller. Maintenant, mais est-ce que ça justifie un 9-0 face à la Yougoslavie? Quand bien même on a tenu tête au Brésil. On va y arriver. Mais je vous montre d'abord, moi, en tant qu'ancien coach et qu'ancien journaliste, je vous montre, journaliste sportif, stratège, je vous montre les facteurs dont il faut tenir pour jouer un match. L'arbitre n'est l'oncle des personnes. Exact. Vous connaissez les arbitres qui ont décidé que c'était le résultat et ni la FIFA, ni la CAF, ni la FECOFA ne peut annuler les résultats. Parce que l'arbitre est le seul maître du terrain. Vous n'avez qu'à voir l'aventure qu'a vécu le Maroc. Exact. Je ne dis pas que l'arbitre était mauvais, mais cela vous montre que quand l'arbitre a décidé, souvent ça devient irrévocable. Maintenant, question. Êtes-vous sûr qu'en 1974, les arbitres étaient
bien disposés envers nous. Est-ce que vous êtes sûr? On ne peut pas savoir les confirmer. Parce que je vais vous montrer qu'il y en a qui étaient et qui ne nous toléraient même pas. Ah bon? Hein? Vous croyez qu'ils ont Prenons une le part premier de match. responsabilité? Le premier match. Face à l'Écosse. Zaïre-Écosse. 2-0. 2-0. Si vous consultez ce qu'on appelle chat GPT, L'intelligence artificielle. oui, on vous dira que c'était un match rugueux. Ok. Rugueux. Si eux-mêmes écrivent que c'était un match rugueux, et puis que c'était un match énergique, physique, eh bien, je vous dirais qu'après notre match contre l'Écosse, au Congo, au Zaïre, tout joueur brutal, on a commencé à l'appeler écossais. Ah bon? Écossais. Vous jouez brutalement Vous êtes écossais. écossais. Pourquoi? Parce que ces gens-là, là où nous voulions jouer de la tête, hein? La balle est haute. Vous voulez la jouer de la tête. Et ils mettaient les pieds. Pas le pied, mais ce qu'on appelle retourner. Retourner, ciseaux. Les retournées acrobatiques. Acrobatique Ouais. contre votre tête. Et l'arbitre ne siffle pas. Ah oui. Ah, vous trouvez ça normal? 2-0. Tous les quoi que vous allez consulter, ils vous diront que c'était un match rugueux. Et après ça, au Congo, quiconque jouait mal, on l'appelait écossais. Venons-en au deuxième match. Face à la Yougoslavie. Face à la Yougoslavie. On rappelle que les sélectionneurs zaïrois étaient yougoslaves. On va y arriver. Est-ce qu'il est rentré Quand au une pays? équipe est battue, vous perdez un premier match. Vous êtes déjà entré dans le siège d'une équipe battue. Et vous savez ce qui arrive. Exactement. N'importe quelle équipe, quand elle est battue, qu'est-ce qu'on fait? On se chamaille. On se chamaille. On commence à se montrer du doigt. Ce premier match-là, nous les jouons le 14 juin. Nous les perdons. Je crois qu'après avoir perdu un match, il y a souvent des suspicions. Une équipe battue, c'est comme une bouteille cassée. Vous devez ramasser les tessons, les morceaux de verre, au risque de vous faire blesser le doigt. Ce n'est pas facile à ressouder. Maintenant, nous affrontons le match contre la Yougoslavie. Alors que nous sommes déjà dans la pleine débâcle. On dit que les joueurs étaient révoltés parce qu'on ne leur avait pas donné les primes du match. Vous pouvez donner une prime à une équipe battue? Dès le premier match. Non, disons, vous alignez votre équipe, mais elle perd le match. Vous pouvez lui donner la prime. Sportivement, oui, parce que c'est les encourager pour la suite de la compétition. Souvent, on dit, si c'est un match nul, vous aurez X. Ah, ok. Si c'est une victoire, vous aurez 2 fois les X. doubles, Si c'est un nul, chers amis, essayez de ne pas rentrer à domicile. Vous voyez? Parce que quand on a perdu, on est frustré. Exactement. Alors, on raconte qu'il y avait grogne. Il y a d'abord ça. Au sein de l'équipe nationale. Oui. Et qui va jouer dans 4 jours. Les prochains matchs. 2. Notre entraîneur national, il s'appelle Blagoje Vidinik. Si vous regardez l'équipe alignée par les Yougoslaves à cette époque, au moins 4 se terminent par Ik. Ik. Donc, ce sont des compatriotes de Vidinik. De notre sélectionneur. Supposez qu'il soit objectif. Il doit quand même choisir entre son pays et l'équipe qu'il entraîne. Exactement. Mettez-vous à sa place. On l'a suspecté
d'avoir vendu, comme on dit, le match. On l'a suspecté. Mais moi, je n'y crois pas. Parce que j'ai été dans son siège, Vidinic était incapable de trahir ses léopards pour le compte de son pays. Parce que... Mais comment vous en êtes sûr, père? Je le connais. J'ai vécu avec lui pendant au moins 10 mois. 10 mois. Vous pouvez savoir qui est escroc et qui ne l'est pas. Ouais. Maintenant, ce match-là, quand nous allons l'affronter, il y a d'abord cette grogne, il y a la suspicion autour de l'entraîneur, et on dit que les joueurs étaient démotivés. Si les joueurs étaient démotivés, mais il y a aussi, je vous ai parlé de l'arbitrage. L'arbitrage. Vous croyez que l'arbitre avait une part de responsabilité dans ces débats? On vous dit carton rouge. Contre Ndaye Mutumbula. Ndaye Mulamba. Ndaye Mulamba Mutumbula. Il joue à l'aile droite. À l'aile droite. Nous sommes dans la première mi-temps. L'arbitre, il fait ce qu'il fait. Il était colombien. Nous allons jouer contre la Colombie maintenant là. L'arbitre de cette époque. Les seconds matchs. L'arbitre de cette époque était un Colombien. Il était tellement partial que le joueur Mwepo Ilunga, du tout-puissant Mazembe, il l'a fauché. Il joue en défense, n'est-ce pas? Oui. L'arbitre, on ne sait pas par quel enchantement, il va donner un carton rouge à Ndaye. Parce que moi, j'étais là, en train de lui dire, c'est moi qui vous ai fauché. L'image est là, c'est moi qui vous ai fauché. Hein? Est-ce que ce n'était pas pour couvrir l'erreur de Ndaye Mulamba? Puisqu'il n'était même pas dans les parages. Hein? Imagine, moi je suis défenseur, je suis aux environs de la surface de réparation. Et moi je suis ailier droit. Je suis quand même un peu éloigné. Parce que quand le joueur Mwepo a fauché l'arbitre, l'arbitre, tout en sachant que c'était Mwepo, au lieu de s'occuper de Mwepo, il a appelé Kidoum. Nous avons vu, le capitaine. Peut-être pour lui demander qui m'a fauché. Et Kidoum lui a montré Mwepo. Et Mwepo est venu devant lui pour lui dire c'est moi. L'arbitre, au lieu de sanctionner Mwepo qui s'est présenté pour lui dire c'est moi, il a préféré le criminel, il a appelé un deuxième joueur, il a appelé Ndaye. À peine Ndaye était arrivé devant lui, carton rouge. Vous allez lire tout ça et vous allez voir qu'ils disent un carton rouge donné à Ndaye par erreur. C'est écrit par erreur. Qui était carrément les meilleurs joueurs de l'équipe nationale. Ah, vous comprenez. C'était le meilleur joueur. Est-ce que l'arbitre n'avait pas reçu les consignes qu'il fallait à tout prix l'éliminer? Les meilleurs joueurs de la précédente CAN. Oui. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, quand Ndaye n'est plus là, nous restons au nombre de combien? 10 contre 11. 10 contre 11. Avec cette atmosphère-là. Maintenant, plus grave, le ministre des Sports s'en passe à Kaweta Milombe. Après cet incident-là, peut-être il croit que le gardien Kazad est en train de laisser passer des buts. Et il demande à Vidinic, à l'entraîneur, de remplacer Kazad. Vidinic refuse. Ce que je vous raconte,
C'est ce qui m'a été rapporté par notre envoyé spécial qui était là, Sakasa Ikibo. Vous, rédacteur en chef? Moi, j'étais resté à Kinshasa. Alors, le ministre ordonne à l'entraîneur de remplacer. Et l'entraîneur refuse. Et le ministre insiste, moi, comme numéro 1, je vous ordonne. Et le pauvre Vidinik est obligé de céder. Après tout, ce n'est pas son équipe. Ouais. Il est yougoslave. Et s'il ne remplace pas et qu'il y a catastrophe, on va dire il a maintenu ce type-là au bois pour nous faire battre. Ouais. Mais nous étions déjà menés par 3-0. Alors, lorsque Kazadi va quitter et qu'on va mettre dans les buts Tubilandu, gardien de Vita Club, de petite taille, les autres buts vont commencer seulement à pleuvoir jusqu'à atteindre 9-0. Quelle était la force de l'équipe nationale à l'époque? Aujourd'hui, c'est une équipe constituée de binationaux, de joueurs qui sont nés et grandis en Europe. C'était le cas à l'époque? Non. Ou c'était une équipe constituée des équipes, des joueurs qui maintenant, la faiblesse de notre équipe. D'abord, c'est une équipe d'amateurs. Tous sont des amateurs. Ils évoluaient au pays? Oui, tous. Damazembe Vita Club, Daring. Il y avait le gardien, Kazadi, joueur de Mazembe. Okay. Mukombo, latéral gauche, joueur de Mazembe. Mwepo, latéral droit, joueur de Mazembe. Le stopper, l'arrière central, Bwanga Chimeno, joueur de Mazembe. Les libéraux, le numéro 5, comme on dit, Lobilo, joueur de Vita Club. Donc la défense est constituée par Mazembe, sauf Lobilo qui est de V-Club. La médiane, le middleman défensif, Mana, joueur du cercle sportif Imana, qu'on appelle aujourd'hui DSMP. Ouais. Le middleman offensif, c'est le capitaine Kidoum Raoul. Hein? Joueur du cercle sportif Imana. Donc le milieu, c'est Iman. L'attaque. À l'attaque, il y a Kembo, il y a Mayanga, il y a qui encore? Il y a Mayanga, Mavuba. Ndala. Qui ça? Ndaye. Et à l'aile gauche, il y a Kakoko, du cercle sportif Imana. Mais Kakoko était il pouvait permuter avec Mayanga. Parce que Vidinik avait transformé Mayanga en ailier gauche. Mayanga pouvait jouer du pied gauche comme du pied droit. Il permutait. Est-ce que ce n'est pas ce qui constituait la force de cette équipe? Non, c'est la faiblesse plutôt. Ah bon? Parce que tous sont des amateurs. Ils affrontent des professionnels, des gens qui ne font que ça. Vous comprenez? Donc, nos adversaires sont des professionnels. Ils ne font autre chose que le football. Mais les nôtres, ils font le football par accident. Ah oui. Ah, vous comprenez? Ouais. Et ils n'ont jamais été dans ces pays-là. S'ils y ont été, même en y étant, ils sont dépaysés. Et on parlait de la première participation, ça justement. Et ils sont dans un pays où on parle allemand. Ça change tout. Et supposez même qu'on y parle anglais. Maintenant, parmi ces joueurs-là, lesquels étaient capables de s'exprimer en anglais ou en allemand? Voilà. Le fait qu'on court derrière le temps, on aimerait savoir comment on aurait appris que le maréchal était très rigoureux. Comment il les accueille dès qu'ils rentrent de cette Coupe du Monde? Ils sont rentrés tous, comme on dit, profil bas. Ah oui. Et je crois en catimini. Il n'y a pas eu de cérémonie ou de... Personne ne sait jamais quand ils sont rentrés. Ah oui. Oh là là. Un seul est resté, c'est Kakoko,
Il est resté dans ce pays. Mais tous les autres sont rentrés. Même le coach Blagoje Vidinik est rentré. Le coach yougoslave, Il est rentré. est-ce qu'il est revenu au Zaïre? Il est rentré, que je vous dis. Puisqu'en septembre, quand on s'attendait maintenant au combat à l'Iforeman, il était là. Il était là. Comment réagissez-vous? J'ai des interviews que j'avais réalisées avec lui. En septembre, il était encore à Kinshasa. Hein? Pourtant, plusieurs jeunes comme nous auraient appris d'aller passer qu'il n'est pas rentré, que Mobutu les aurait envoyés en prison. Pardon, moi j'ai vécu ça, comme vous l'avez dit, de l'intérieur. En tant que journaliste. Donc à Kinshasa, de l'intérieur, je ne suis allé ni au Caire, ni en Allemagne, mais c'est moi qui coordonnais, qui recevais toutes les informations. Le rôle des rédacteurs, bien sûr. Et puis, quand on a battu notre équipe par 9-0, la ZAP, Agence Zaïre Presse, a envoyé Mouchimbe, un journaliste allait demander à l'oncle Tchira. C'est le journaliste le plus écouté hein, dans la presse sportive maintenant. Allez lui demander de nous fournir une dépêche de 80 mots pour informer l'opinion internationale de la réaction des Zaïrois après cette défaite-là. J'ai élaboré ma dépêche de 80 mots et puis on m'a donné. Et pourquoi 80 mots? C'est seuls 80 mots qui pouvaient expliquer ces débâcles? La ZAP, c'est, comment on dit, une agence qui est limitée. Le journalisme est limité. Comme vous et moi ici, nous avons limité notre affaire. Exactement. Hein? Une dépêche peut être limitée, on peut vous dire, faites une dépêche de 3 lignes. De 3 lignes, oui. Hein? Donc, il m'avait demandé une. Exactement, nous tendons vers la fin de cet entretien exclusif. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. On aurait aimé rester là, en parler jusqu'à demain, mais on est obligé de chuter à un moment. Mais nous sommes encore qualifiés, 52 ans après. Nous sommes qualifiés. Vous avez suivi de près cette qualification, j'espère. Maintenant, nous là, qui avons battu le Cameroun. Au barrage. Qui avons battu le Nigeria. Les Nigérians. C'est déjà un exploit, disons. Un exploit. Parce que le Cameroun n'est pas là, mais nous y sommes. Exactement. Parce que nous l'avons battu. Et les jours où nous jouons contre le Cameroun, moi je vous dis, j'ai trembloté. Contre le Nigeria, vous ne croyez pas au léopard? Bon, face au Cameroun et au Nigeria, je ne voyais pas grand-chose. Mais nous les avons battus. En tout cas, vous n'êtes pas seul. J'espère que c'était également le cas pour Patrick, qu'il ne croyait pas au léopard face au Nigeria et face au Cameroun. Maintenant que nous sommes là, ce qui est sûr, c'est que c'est notre deuxième participation à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde. Nous n'y allons pas avec des amateurs. Exactement. Comme c'était le cas. Tous sont des professionnels. Il y en a un même qui joue au Spartak de Moscou. Théo Bongonda. Tu vois ça? Exactement. Mais en 1974, aucun de nous ne jouait en Afrique. Ils étaient tous au pays. Tous au pays. Nous avons un joueur qui joue en Afrique. Fiston Mayele. Fiston Mayele. Et il est le seul d'ailleurs. Alors, d'ailleurs, je me demande si le coach n'est pas européocentriste. Est-ce qu'au vu du championnat actuel? Non, vous voyez. Non, je comprends de quoi vous parlez. Quand mais il place ceux qui jouent en Europe, il les aligne. Est-ce que ce n'est pas l'unique joueur qui joue en Afrique c'est Kala et qui est champion? Avec Pyramide d'ailleurs. Il lui donne souvent 10 minutes. Quand il a été très généreux envers lui. Vous ne voyez pas. Mais au moins, je dis que tous sont des professionnels. C'est déjà beaucoup. Donc, ce ne sont pas des gens qui vont
trembloter devant leurs adversaires. Exactement. Et ces adversaires-là leur sont au plus ou moins connus. Parce qu'on rappelle que Chancel Mbemba, qui est notre capitaine, il a joué au Portugal avec Cristiano à un moment donné. On rappelle qu'on a des joueurs qui jouent en Angleterre actuellement, en France. Ah, alors quoi? Donc, nous pouvons espérer que ceux de cette année-ci feront mieux que ceux de 1974. Primo. S'ils encaissent moins, c'est déjà un progrès. Un progrès, oui. S'ils marquent un but, c'est déjà un progrès. Parce que nous, en 1974, nous nous sommes retirés avec 0 but marqué. Et combien de buts encaissés? 9 plus 14. 14 buts encaissés. Si, dans cette Coupe du Monde, nous encaissons 6, on peut dire que c'est un progrès. En tout cas, si nous marquons 3, on peut dire que c'est un progrès. Parce qu'en sport, les progrès sont les plus sûrs. Mais ce n'est pas ça que nous souhaitons. Il faut donner un stade, c'est que la RDC n'a plus encaissé sur ses 4 derniers matchs. Parce qu'on rappelle, face à la Jamaïque, on n'a pas encaissé. Face au Nigeria, à l'Algérie qui nous élimine lors de la dernière CAN, on n'a pas encaissé dans l'état additionnel. On a encaissé dans la prolongation. Et sur les 2 matchs du barrage face au Cameroun et au Nigeria, on n'a pas également encaissé. On a quand même une bonne défense. Pourtant, vous dites que la bonne défense fait gagner des compétitions. Oui, parce qu'en stratégie, pour le football, on dit d'abord assurer la défense. Exact. Et la défense, c'est quoi? On dit défense égale densité. Ayez beaucoup de jambes dans votre surface de réparation. Personne ne marquera des buts contre vous. Ils seront obligés de tirer de loin. On l'a dit face à la... Bon, c'est comme ça que jouent toutes les équipes aujourd'hui. Oh, oui. Et alors, comment il s'appelle? Jacques Ferrand, qui a analysé la Coupe d'Afrique des Nations et qui a constaté quelles sont les faiblesses, il dit que nous ne sommes pas rigoureux en défense. Et que quand nous avons la balle en attaque, nous oublions d'accélérer. Voilà. Et tu vas voir que c'est comme ça. Si les nôtres se résolvent à pouvoir accélérer en attaque, nous pouvons faire mouche. Et maintenant, psychologiquement, quand nous jouons contre le Portugal, qu'est-ce que nous avons à perdre? Quoi? C'est le Portugal qui a beaucoup à perdre. L'un des favoris de cette Coupe du Monde. Donc, quand nous jouons, nous devons les taquiner. Comme en boxe, utiliser ce qu'on appelle les jabs. Le provoquer, lui faire commettre des erreurs. N'est-ce pas? Vous avez vanté l'effectif actuel des Léopards, de la RDC. Est-ce que vous les voyez au prochain tour? C'est-à-dire quitter cette phase de groupe où on retrouve le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan. Est-ce que vous voyez les hommes des sabres franchir peut-être... Beaucoup de choses ont changé. En 1974, chaque équipe avait droit à 2 remplacements. Aujourd'hui, on en est à 5. Il y a plus de remplaçants sur le banc de réserve que sur le terrain. Sur le terrain. Exactement. Donc, étant donné que nous avons suffisamment d'hommes, eh bien, si X ne tourne pas, on met un autre. On met un autre. Et souvent, un remplaçant sérieux. Si moi, on me dit, allez remplacer le nommé Cédric Bakambu, et que je m'appelle Fiston Mayele, je vais dire, je vais démontrer que il faut qu'on les fasse. N'est-ce pas qu'il y a un joueur qui est entré à Liverpool et à cause duquel, je crois, Mohamed Salah n'a plus de place. Exactement. Exactement. Alors, un vrai remplaçant fait oublier le titulaire. Pour chuter, quelles sont les chances que vous donnez aux Léopards? C'était une question que je vous avais déjà donnée. Je vous ai déjà dit que nous avons toutes les chances. Exactement, mais il faut signaler une chose, c'est qu'on a également des joueurs qui n'ont pas assez d'état de jeu en club, qui ne jouent pas beaucoup. Comme
on sait que Meshak Elia, il n'est plus titulaire indiscutable avec son club. Oui. Théo Bongonda, tout n'a pas été rose avec les Sparta Moscou ces derniers mois, depuis la CAN d'ailleurs. Il est revenu en retard en sélection après avoir participé à une fête qui était organisée du côté de Kinshasa par le président de la République. Et il a été lourdement sanctionné. Depuis ce jour où il n'a jamais été titulaire avec son club. C'est arrivé également avec certains joueurs comme Rowan Bissaka, qui joue en Angleterre. Heureusement, West Ham l'a repêché comme titulaire sur les 4 derniers matchs du championnat. Mais là, certains de nos joueurs ne sont pas réguliers. Chancel Memba, notre capitaine, il n'est pas titulaire indiscutable. Arthur Maswaku n'est pas titulaire indiscutable. Pourtant, ce sont nos titulaires à l'équipe nationale. Est-ce que vous ne craignez pas Est-ce que les clubs où ils évoluent sont champions dans leur pays? Non, ils ne sont pas champions, mais... Est-ce que les nôtres sont champions d'Afrique? Non, ils ne sont pas. Non, nos joueurs là. Ils ne sont pas champions d'Afrique. Est-ce que... Ils sont éliminés en 8e de finale de la dernière CAN. Maintenant, est-ce que Bongonda est qualifié pour le mondial? Oui, exactement. Dans sa carte de visite, il mettra déjà mondialiste. Est-ce que ça suffit, Pierre? Ah oui, vous avez appelé ça une ouverture universelle. Alors, mondialiste. Hein? Ils sont mondialistes actuellement. Et les autres là dont vous parlez, est-ce que vous ne connaissez pas des joueurs célèbres qui ne sont pas à la Coupe du Monde? Qui n'ont jamais été mondialistes. Le Nigeria avec une armada de stars qui ne sont pas là. D'ailleurs, c'est l'une des nations qu'on regrette. L'Italie, plusieurs fois championne du monde. Et alors? Et qui n'est pas également qualifiée. Alors? Ça vous pousse à croire... C'est qu'il faut maintenant inculquer à ces joueurs-là. Vous devenez mondialiste. Faites mieux que vos prédécesseurs. C'est tout. Eux, ils n'étaient pas professionnels. Vous êtes professionnels. Ils ignoraient le terrain. Ils ignoraient les arbitres. Ils ignoraient les climats. Ils ignoraient. Mais vous êtes familier avec tout ça. C'est tout. C'est tout. Ils ont tous les atouts pour progresser. Et moi, je souhaite que notre deuxième participation à la Coupe du Monde puisse nous conduire au même résultat que celui obtenu par le Cameroun en 1990. Le Cameroun, premier tour, 1982, il est éliminé de justesse par dans le premier groupe. Mais il était invaincu. Un but partout face à l'Italie. Contre la Pologne, 0-0. Contre le Chili, je crois, 0-0. Maintenant, en 90, il a atteint le quart de finale. Et il a battu les champions du monde. On se rappelle que le Maroc est la première nation africaine à atteindre les demi-finales. En battant également le Portugal lors de la dernière Coupe du Monde. Maintenant, nous, qu'est-ce qui nous empêche d'arriver au moins en quart de finale? Avec tous les moyens que le chef de l'État met autour de l'équipe nationale. Pas les moyens. Les moyens. On sait pour une fois, on fait voyager même les animateurs. Lumumba voyage sur les fonds du gouvernement. Non. Est-ce que ça ne compte pas Ce qui gagne le match, c'est les muscles mis au service du cerveau, sur le terrain, pas dans les coulisses. Les muscles, vous les mettez au service du cerveau et vous dites, moi je suis congolais. Je représente la nation. Je ne suis pas encore fatigué. Je me coupe en deux et je marque un but. Pas le brouhaha de je ne sais pas quoi. Pas le flonflon. Si vous aviez un message à transmettre à la génération actuelle, surtout celle des léopards, on a vu que certains membres du staff technique de Sébastien Desabre nous suivaient dans des médias à gauche à droite. Si vous regardiez votre caméra et que vous aviez un message à leur transmettre à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde, quel serait ce message? Premier message, moi comme traditionnel, je leur conseille, avant chaque match, qu'ils mangent des morceaux d'igname.
Igname. Igname. Ah oui. Iliga. Ok. Igname, parce que dans notre mentalité, quand quelqu'un a consommé de l'igname et qu'il va dans une compétition, son adversaire devient dingue. Ah bon? Il y a d'abord ça. Ce n'est pas du fétichisme, ce n'est pas ce qu'on appelle doping. Je consomme X aliments parce que je suis sûr que ça peut m'aider. N'est-ce pas? Ça, ce n'est pas de la sorcellerie. Deux, qu'ils savent qu'ils aient une attaque méchante. La méchanceté de l'attaque consiste en ceci. Dès que vous avez une occasion de marquer, vous marquez le but. Parce que si vous ne marquez pas ce but, l'adversaire va le marquer chez vous et tant pis pour vous. Contrairement à ce que Bakambu a fait récemment contre les Danois. Pardon. Il n'y a pas que Bakambu. Et l'autre là, à 5 secondes de la... Joris Kayembe a été également une occasion franche. Ah, alors quoi? Mais un attaquant de la trempe de Bakambu doit savoir marquer ce genre d'occasion. Pardon, je ne dirai rien sur Bakambu. Ah, on sait que vous affectionnez Bakambu. Pardon. Comme le Real Madrid, disons. Oui, c'était le deuxième message, qu'il mange les ignames avant les 3 premiers matchs. Non. Ou tous les matchs. Avant chaque match. Avant chaque affrontement. Vous demandez, s'il faut faire venir les ignames du Congo, vous les faites venir. Jusqu'aux États-Unis. Bon, il y a des ignames dans ces pays-là. J'y ai déjà été, il y en a. N'oubliez pas que 1 kilo de farine d'igname coûte $25 aux États-Unis. Ah oui. Donc, on peut le trouver là-bas. Maintenant, et qu'il sache aussi que, donc stratégiquement, quand l'équipe a perdu les ballons, tous les joueurs deviennent des défenseurs. Des défenseurs, exactement. Le pressing que prennent plusieurs équipes aujourd'hui. Oui, tous les joueurs deviennent des défenseurs. Moi, quand j'entraînais, par exemple, Mungano ou Ruzizi, eh bien, mon attaquant de pointe pouvait se trouver en couverture. En couverture, oui, oui. On les voit aujourd'hui avec les Paris Saint-Germain. Ah oui. Mais des joueurs qui se promènent, qui croient qu'un match, c'est un défilé de montre. Sorry. Si vous aviez aujourd'hui devant vous les héros de 1974, c'est la dernière question. Oui. Quels seraient les messages que vous leur adresserez 50 ans après cette aventure historique qui a fait d'Isaïr les premiers? Il faut les féliciter. Ils ont été à la fois héros et martyrs. Mais Mobutu ne les a pas félicités quand ils sont rentrés. Si. Bon, c'est comme ça. Mais ils ont été à la fois héros et martyrs. C'était un énorme plaisir. On espère se retrouver, pourquoi pas après la Coupe du Monde, pour voir ce qu'a été cette Coupe du Monde, cette deuxième de la RDC. Et on évaluera ça ensemble. Virgule. Voilà. Merci beaucoup. Griffe et Amboka. Griffe et Amboka, virgule. Merci à tout le monde. Merci à Patrick. Merci à la team qui l'entoure. Merci à tous ceux qui nous ont aidés du côté de la belle vitrée. Derrière également les caméras, on les appelle les hommes d'ombre. C'est grâce à eux. Les héros dans l'ombre. C'est grâce à eux qu'on va apparaître partout. Avec plaisir, on se retrouve, pourquoi pas, après cette Coupe d'Afrique des Nations. On espère avoir également des séquences durant cette Coupe d'Afrique des Nations pour évaluer les parcours de nos léopards. Merci, prenez soin de vous et surtout de vos proches. Virgule, Griffe et Amboka.